Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Ruilly. Ou Rully, c'est comme vous voulez. C'est avec ce village que commence le canton de Pont-Sainte-Maxence. Ruilly est un village de 763 ruyassiennes et ruyassiens et se situe au sud-est de Pont-Sainte-Maxence, au croisement des départementales 100 et 113 qui vont respectivement de Moru, commune de Pontpoint, au Plessis-Belleville et de Montépillois à Néry. Ruilly se trouve près de la départementale 1324 qui va de Vauciennes à Senlis et est le départ de la départementale 582 qui va jusqu'à Bray. Bray qui est un hameau de Ruilly à 3 km à l'ouest sur la départementale 134 qui va de Villeneuve-sur-Verberie à Borey. Le village fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR, et de la communauté de communes Senlis Sud-Oise, le CCSSO. Ruilly a eu les noms jadis de Réguliacus, Rulliacum, Ruilly, Rully, Ruilly, Reuilly, pour devenir le Ruilly d'aujourd'hui. La commune de Bray, elle, a eu les noms autrefois de Brayum Justin Monstépiloire, Monstépiloire étant Montépillois aujourd'hui, Brayum, Brayum, Bray, Bray-sur-Net et enfin le Bray d'aujourd'hui. La commune de Bray a été absorbée par Ruilly en 1825. Chamicy, ancien hameau très proche faisant maintenant partie intégrante de Ruilly, était nommé Chémiciacum, Chamisiacum, Camiciacum, Chamicy, Chamecy et enfin Chamicy. Ruilly est un des lieux les plus anciens du Valois et l'un des premiers défrichés dans l'immense forêt qui couvrait les environs de Paris. Et oui, il faut bien vous dire que là où désormais vous voyez des villages, des routes et des champs, il y a plus de 1000 ans ce n'était pratiquement que des forêts. On lit dans la vie de Saint Rieul, premier évêque de Senlis, que ce saint vint plusieurs fois prêcher l'évangile dans la plaine entre Ruilly et Chavercy, un ancien hameau de Trumilly, et qu'il était obligé de se tenir en plein air à cause de la foule qui accourait pour le voir. On lit aussi que, ayant été interrompu par les coassements des grenouilles de la grande mare de Ruilly, il leur commanda de se taire, ce qu'elles firent aussitôt, et qu'après son sermon, il permit à une seule de recommencer. C'est ainsi que pendant plusieurs siècles, on n'entendait plus qu'une seule grenouille à Ruilly. D'ailleurs, on voit dans l'église un tableau qui représente Saint Rieul imposant le silence aux grenouilles. La seigneurie de Ruilly appartenait au début du premier millénaire à Guy Ier de la Tour, ancêtre de la famille des Bouteillers de Senlis. Les héritiers de ce seigneur vont progressivement intégrer les seigneuries de Ruilly et Chamicy dans leurs nombreuses possessions au début du XIIIe siècle. Les habitants furent affranchis en 1202 par lettre patente de Philippe Auguste accordée sur la demande de Conon de Béthune. Le même roi démembra ce domaine en 1218 en faveur des Bouteillers de Senlis. Les successeurs de cette famille, après plusieurs partages, l'abandonnèrent avec les dépendances à diverses communautés religieuses. Pendant les guerres de la Fronde, à la fin de l'année 1652, Henri de la Tour d'Auvergne, le maréchal de Turenne, en lutte contre Louis II de Bourbon-Condé, s'installe au village avec 6000 fantassins et 4000 cavaliers. Il y avait autrefois dans la plaine au nord de Ruilly une ferme nommée La Ouatte, reste d'un ancien château appelé, dans les écrits des XIIe et XIIIe siècles, la Grange Saint-Arnaud. Ce lieu faisait la séparation des bailliages de Valois et de Senlis. Cet ancien château était remarquable, dit-on, par l'assemblée qui eut lieu en 1183 pour concilier les différends entre Philippe Auguste et Philippe d'Alsace, comte de Flandre, différends que l'on nomma la guerre des deux Philippes. Après avoir tenu deux armées de 40 000 hommes en bataille pendant plusieurs jours autour de la Ouatte, il fut proposé un arrangement par lequel le comte de Flandre cédait au roi les comtés d'Amiens, de Vermandois et de Valois, mais il ne put y avoir d'accord. Il y eut seulement une trêve et l'arrangement définitif eut lieu l'année suivante. On voyait encore dans le XVIIIe siècle un pan de mur de l'ancien château de la Grange Saint-Arnoux. Il a été démoli ainsi que la ferme et il ne reste de ce lieu célèbre que quelques fondations souterraines.
Achamici était une église sous le titre de Saint-Brice qui a été démolie en 1791. Louis Grave nous dit qu'il voyait dans la rue qui menait de Ruilly à Chamicy un grand bâtiment ayant une porte à ogive et qui était une ancienne prison seigneuriale avec cachot souterrain. On peut se demander si ce n'est pas la belle et grande maison en face de la mairie appelée Hôtel de la Salle. Cette demeure et sa ferme appartenaient à Robert d'Augier, dit de la Salle, mais fut aussi la possession des religieux du prieuré de Bray, seigneur haut justicier du lieu. Il est donc fort probable que ce soit bien cette demeure dont parle Louis Grave. En 1829, un violent orage fit de nombreux dégâts dans le village, notamment avec l'incendie dû à la foudre d'un hangar contenant de la paille, du grain et des machines agricoles. Il y avait encore 5 cafés à Ruilly et Bray en 1934. Passons maintenant aux 3 monuments religieux de la commune. L'église Notre-Dame et Saint-Rieul a été classée au monument historique en 1862 et peut être considérée comme l'une des plus anciennes de la région. La nef unique et le premier étage du clocher datent du premier quart du XIIe siècle. Quelque temps après, vers 1140, l'église fut embellie par la surélévation du clocher et par la construction du portail vers 1160. Vers 1240, on entreprit de doter l'église d'un transept et d'un nouveau chœur à chevet plat. Puis, en 1638, fut bâtie la sacristie. L'église se compose donc d'une nef unique, d'un transept débordant et d'un chœur à chevet plat. La nef et le clocher, de facture romane, s'accordent plutôt bien avec le transept gothique. Le tout fait de cette église un très bel édifice. De plus, le portail, en très bon état avec ses 4 archivoltes et ses colonnettes, est très intéressant. Et que dire du clocher roman qui peut être comparé à celui de Saint-Va-de-Laumont ou Marolles, mais qui, je dois l'avouer, les surpasse nettement par le nombre de baies, 3 par face, assez rares par ici, et par leur décor avec colonnettes et archivoltes. La flèche est accompagnée de 4 clochetons en forme de tourelle au toit conique et de petites lucarnes ouvertes. Ce clocher est vraiment l'un des plus beaux que j'ai vus jusqu'à maintenant. À l'intérieur, on retrouve la nef unique, claire et large. Le plafond est une voûte en berceau accompagnée de poutres de soutien. Les fenêtres sont en plein cintre avec de simples carreaux. Un immense arc triomphal sépare le chœur de la nef et amène sous la base du clocher voûté d'ogives, comme le transept et le chœur à chevet plat. Les fenêtres ici sont en arc brisé avec de jolis vitraux, surtout celui du croisillon sud au-dessus de l'autel. Les croisillons comprennent chacun un autel et là encore, dans le chevet, un très bel autel avec un magnifique retable qui date de 1638. Le tableau de Saint-Rieul, imposant le silence aux grenouilles, se trouve à droite de l'entrée. Il y a des fonds baptismaux dans chaque croisillon, un assez récent et un autre plus ancien. Une belle chaire à prêcher se trouve sur le mur nord de la nef et l'on peut voir beaucoup de pierres tombales dans cette église. Certaines sont encore assez visibles alors que d'autres sont pratiquement effacées ou retournées. Un retable classé au monument historique se trouve actuellement au musée de l'archerie et des arts sacrés du Valois à Crépy. Je vous laisse un moment avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Rieul. Poursuivons avec l'église Saint-Georges de Bray. Cette église a été classée au monument historique en 1951. De l'édifice construit en 1100 ne reste que le petit chœur à chevet plat couvert d'une voûte en berceau en plein cintre. La nef unique n'est sûrement pas celle qui accompagnait ce chœur et l'édifice voit la construction de 2 croisillons vers la fin du XIIe siècle. Orientée à peu près régulièrement,
l'église est construite sur un petit tertre rocheux qui la fait paraître plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Son clocher est simple à 2 niveaux avec une baie à basson à chaque face et le toit est une pyramide en pierre. Le coq sur le clocher a été remis après la réfection de l'église pour la messe de l'Ascension. Le chœur et la nef sont munis de simples fenêtres en plein cintre du style roman alors que les croisillons ont 2 belles fenêtres à double lancette et remplage de style gothique. Cette petite église Saint-Georges est très agréable à découvrir de la rue. À l'intérieur, on est agréablement surpris par la clarté de l'édifice et son excellent état. Il faut dire que, depuis quelques années, plusieurs passionnés et bénévoles restaurent cette église et cela se voit. La nef unique est assez large et munie de bancs d'un style assez particulier. Le plafond est en charpente apparente et la nef ne possède que 2 fenêtres au sud. On peut voir l'ancien portail occidental, aujourd'hui muré, et dans cette église se trouve une petite curiosité intéressante. À l'origine, simple bâtiment rectangulaire, une première modification survient à la fin du XIIe siècle avec la création d'une voûte d'ogive dans une travée devant le chœur roman. Suivront plus tard la création de 2 croisillons et l'architecte responsable de ces transformations a fait preuve, à cette occasion, de sensibilité et d'un sens de l'espace tout à fait étonnant. Les 2 arcades assurant la communication entre la nef et les 2 croisillons sont en effet reçues sur 2 colonnes isolées, ménageant un petit passage de part et d'autre de la retombée de voûte. Ces colonnes sont à mes yeux exceptionnelles. Elles apportent un attrait certain à cette petite église Saint-Georges. Dans l'entrée se trouvent les fonds baptismaux qui sont probablement antérieurs au XVe siècle, à mon avis, et même peut-être contemporains du maître-autel en pierre du XIIIe siècle. On voit aussi 2 petites dalles funéraires et une piscine liturgique dans le chevet qui a été retrouvée pendant les travaux. Nous terminons avec le prieuré Saint-Victor de Bray. Sa fondation est due à Guissette le Bouteiller, seigneur de Senlis, qui, en juin 1248, peu de temps avant de partir pour la 7e croisade, dont il ne reviendra pas, en exprime la volonté. Par son testament, en 1249, il fit don de cette terre pour construire une abbaye dépendante de celle de Saint-Victor de Paris et sera composée de vastes corps de ferme sur cave, d'un colombier et d'une chapelle gothique dont la construction commence en 1259. À la veille de Noël 1263, le prieur Raoul de Crécy, accompagné de 6 chanoines sur les 12 prévus, peut enfin s'installer dans les bâtiments. Dès le XIVe siècle, l'établissement ne sera plus occupé que par un seul religieux portant le titre de prieur. En 1791, il est vendu comme bien national et loué à des fermiers. Entre 1926 et 1943, les bâtiments et une partie des caves sont classés aux monuments historiques. À partir de 1998, les propriétaires actuels réhabilitent les lieux et restaurent les bâtiments et la chapelle. Des visites guidées par Aquilon sont organisées en été pour découvrir ce magnifique édifice, sorti de son sommeil pour à nouveau rayonner dans la vallée de l'Aunette. La chapelle Saint-Victor est un édifice d'une qualité rare, long de 25 mètres et large de 8 avec une hauteur de 11 mètres. Son plan très simple comprend une nef unique de 4 travées suivie d'un chœur pentagonal et d'une petite chapelle carrée très légèrement postérieure. L'extérieur est rythmé par l'alternance de contreforts et de fenêtres toutes identiques et composées d'une double lancette surmontée d'une rose à 6 lobes. L'intérieur est simple avec un vaisseau rectangulaire de 5 travées se terminant par une abside pentagonale et une petite chapelle latérale au nord. Mais s'il est simple, l'intérieur n'en reste pas moins un petit bijou gothique que je vous conseille d'aller découvrir avec Aquilon. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se situe dans le cimetière. À ses pieds se trouve une stèle en l'honneur du combat qu'a livré la 9e compagnie du 33e régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais, le RICMS, le 11 juin 1940 à Reuilly. On trouve 3 autres stèles dans la commune. Sur la départementale 113, au pied de la seule et très belle croix de chemin du village, une stèle à la mémoire de André de Becker, FFI, tué par les Allemands le 31 août 1944. Dans le virage serré, rue de Chamissy, la stèle pour Stéphane Frénois, FFI lui aussi, tué par les Allemands le même jour. Et à l'entrée du village, sur la départementale 100,
pour le colonel Kent Fay, mort pour la France le 30 août 1944. D'ailleurs, chaque année, depuis 2019, la commune organise le Memorial Day en mémoire du lieutenant-colonel Fay, qui était un grand-oncle de l'acteur américain Matt Damon, qui est venu se recueillir sur le monument en 1998 lors du tournage du film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Outre Matt Damon, une autre personnalité, et pas des moindres, est venue à Ruilly. Monsieur Jacques Chirac est venu ici pour le mariage de l'un de ses gardes du corps. Au carrefour de la rue de la Bouleau, de la Tannerie et de la Grande Rue, une pancarte rappelle que, sous ce magnifique arbre, a été enterrée une bouteille comprenant ce message. Cet arbre a été planté le 11 novembre 1920, fête du cinquantenaire de la République, pour commémorer la victoire de la France et des nations alliées contre l'Allemagne, guerre du 2 août 1914 au 11 novembre 1918, et la libération de l'Alsace et de la Lorraine. Le lavoir se trouve à 1 km à l'ouest de Ruilly dans un petit bois. Mais ce lavoir est en réalité la source de l'Aunette. L'Aunette est une petite rivière qui prend donc sa source à Ruilly, parcourt 14 km et rejoint l'Annonette à l'ouest de Senlis, à la limite de Courteuil, après avoir traversé Bray, Balagny-sur-Aunette, Chamant et Senlis. Il y a aussi un lavoir à Bray qui est l'un des plus beaux vus à ce jour, et le décor autour en fait un endroit vraiment très beau et sympathique. Il y a aussi 2 petites mares dans le village. Pour l'école, Ruilly est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages de Raret et Brasseuse et accueille les classes de maternelle et primaire ainsi que le périscolaire et la cantine. Une bibliothèque est aussi à la disposition des habitants ainsi qu'une agence postale communale à la mairie. La commune compte plusieurs associations comme le foot, le tennis et le club du Carquois qui promeut la pratique du tir à l'arc, les tréteaux de Ruilly pour les activités culturelles, ludiques et sportives, le club du 3e âge et les bons enfants de Bray et leurs amis pour la réhabilitation du patrimoine. Une petite boîte à livres se trouve au centre de Bray dans ce que je pense être un ancien abri de pompe à incendie comme il en existe un à Ruilly près de la mairie. Ruilly a la chance d'avoir une petite maison médicale avec généraliste, infirmière et orthophoniste. Il y a encore une boulangerie dans le village et 7 fermes en activité, dont les jardins de Ruilly qui proposent la vente de produits de la ferme, tels que légumes, soupe de légumes, fruits rouges, sorbets, ainsi que des terrines, cidre ou encore du miel. Pour finir avec ce charmant village, j'aimerais ici déclarer que cela a été une réelle joie pour moi de découvrir, dans Ruilly, un patrimoine routier intact. En effet, c'est le premier village que je découvre avec autant de panneaux Michelin qui datent pratiquement tous des années 30 à 60. Et c'est un vrai plaisir d'en voir autant. Merci à Ruilly de garder ce petit patrimoine intact. Sans oublier les plaques de cocher et beaucoup d'autres petits trésors que je vous invite à découvrir en vous promenant dans les rues de Ruilly. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Ruilly, charmant village au patrimoine exceptionnel et avec encore une petite touche de nostalgie qui m'a fait beaucoup apprécier ce village. Je tiens à remercier Madame Tondelier, maire de Ruilly, pour son aide et son accueil, Monsieur Sirot pour son accueil au prieuré et Madame Courreau pour son accueil à l'église Saint-Georges de Debray. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Tout comme je remercie Lucie et Alexandre, mes nouveaux tipeurs. Un grand merci à vous de m'accompagner dans cette aventure. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Ruilly.